Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Soyons vigilants car l'une des premières étapes d'un État totalitaire est celui de la maîtrise de sa jeunesse, rappelez-vous, qui passe par une séparation morale ou physique de l'enfant face au noyau familial. Alors on a l'exemple des camps de jeunesse par exemple, et on a aussi l'appel à la dénonciation des fautes morales de ses propres parents, et tout ça nous ramène aux heures sombres par exemple de l'URSS. Mais méfions-nous aussi car en France il y a des exemples qui peuvent nous interroger. La loi du 24 août 2021, dite loi contre le séparatisme, a plutôt pour objet final et concret de séparer les enfants premiers éducateurs de France de l'apprentissage de les parents premiers éducateurs de France de l'apprentissage de leurs enfants. L'instruction en famille a été volontairement par cette loi enterrée en lui refusant quasi tous ses droits et cette loi prend effet en ce mois de septembre, le fameux septembre noir décidément. La vaccination des enfants également, vous savez, Graal pour accéder aux services publics, éducation nationale ou activités sportives municipales, a atteint également des sommets lors de l'épidémie du Covid, puisque la vaccination des enfants âgés de 5 à 11 ans ne nécessitait l'autorisation que d'un seul parent, depuis le 25 janvier 2021, je crois, que les parents soient séparés ou pas. Et alors, au-dessus de 16 ans, l'enfant pouvait aller se faire vacciner seul, que ses parents soient ou non d'accord. Voilà. Et puis, dernier exemple en date, c'est le droit de décider de son accouchement. On a peut-être, en tout cas, chers auditeurs, ici, on en avait parlé de cet exemple en Ille-et-Vilaine. Au début du mois de juin, une femme a accouché à son domicile, de son plein gré, je le précise, sans assistance médicale, une décision réfléchie, légale, qui a entraîné pourtant la séparation par l'État de leur bébé de 8 jours et de leur grande sœur de 2 ans. Je vous propose d'écouter un extrait de cette maman, Noémie, qui parlait en juin dernier de la séparation de ses enfants. Quand ce monsieur vient, il nous dit que nos filles, c'est le juge qui va décider quand est-ce qu'on pourra les voir et que donc il va le décider dans 3 semaines et que donc d'ici 3 semaines, pendant 3 semaines, là, on ne va pas pouvoir voir nos filles. Que je ne vais pas pouvoir voir mon bébé et voir ma Nausicaa qui a pleuré le soir parce qu'elle voulait voir sa sœur et que sa sœur est dans une autre cellule et que donc elles ne sont pas ensemble. Et donc il nous explique qu'on ne verra pas nos enfants pendant minimum 3 semaines jusqu'à ce que le juge décide de combien de temps on va avoir le droit de voir nos enfants. Voilà, ça continue, cet extrait d'une vidéo absolument terrible d'une maman qui se bat pour avoir le droit de voir son bébé de 8 jours. Donc imaginez déjà le drame familial de cette séparation physique entre un tout petit bébé et sa maman qui a été au moins placée pendant 3 semaines séparée de sa mère dans une pouponnière, séparée de sa grande sœur. Enfin, c'est un traumatisme. Et tout ça au nom, soi-disant, du bien-être de ses enfants qui finalement ont été rendus à leurs parents. Mais malgré tout, la mère, je crois, a perdu l'autorité parentale sur ses enfants. Tout ça n'étant pas justifié. Alors voilà, des questions qui se posent, franchement, des exemples d'actualité. Il y en a d'autres qui peuvent franchement nous interroger sur l'état de droit en France concernant l'autorité parentale. Et c'est donc le sujet de notre table ronde. Je suis avec 3 invités. Floriane Janin, bonjour. Bonjour Clémence. Vous êtes journaliste à TV Liberté et présentatrice de l'émission Les femmes et les enfants d'abord. Exactement, une voilà, émission sur la famille. Nous sommes également avec Christelle Comet, bonjour. Bonjour à tous, ravie d'être avec vous. Merci à vous. Vous êtes membre des Mamans Louves, une association bien connue également ici, regroupant des mères de famille soucieuses du bien-être de leurs enfants et ces enfants durement impactés notamment pendant la gestion de la crise sanitaire. Et puis nous sommes avec Jean-Baptiste Maillard. Bonjour Jean-Baptiste Maillard. Bonjour, merci de votre invitation. Merci à vous d'être là. Vous êtes secrétaire général de Liberté Éducation et auteur avec votre femme de ce livre L'école à la maison ou une liberté fondamentale aux éditions Brochet. Alors, on va commencer Artege, pardon, oui. On va commencer peut-être par donner la parole à vous, Jean-Baptiste Maillard, avec cette loi concernant cette loi dite contre le séparatisme qui empêche dès septembre cette école à la maison. Absolument, et je trouve que vous posez très justement le débat en parlant de droit qui est supprimé, de liberté supprimée.
Je repensais l'autre jour à la déclaration qu'avait faite Emmanuel Macron le 2 octobre 2020 dans son discours des Mureaux quand il a annoncé cette mesure. Il voulait donc interdire l'école à la maison purement et simplement en la réservant seulement aux enfants qui ont des problèmes de santé si graves qu'ils ne peuvent aller à l'école. Et alors, ce qui encadre cette phrase d'interdiction, il dit voilà, c'est un changement de paradigme et il est nécessaire. Et ça m'a beaucoup frappé. J'ai réfléchi à cette phrase et aussi quand il commence, il dit j'ai pris une décision radicale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'un président de la République qui prend une décision radicale, oulala, et changement de paradigme nécessaire, est-ce qu'on aurait changé d'état de droit en fait? Est-ce que par hasard, avant, tout ce qui n'était pas interdit était autorisé et maintenant, tout ce qui n'est plus autorisé est interdit de facto? Et en fait, c'est exactement ce qui se passe avec l'école à la maison, puisque maintenant, il faut une autorisation. Au nom de quoi l'État peut-il décider à la place des parents? C'est très grave vraiment ce qui est en train de se passer. Ça crée aussi d'ailleurs des situations dramatiques dans les familles. On a aussi beaucoup de mamans qui pleurent et qui nous appellent, beaucoup d'enfants qui ne dorment plus la nuit à cause de cette décision du gouvernement. Et en fait, finalement, on a transféré l'autorité parentale. Oui. On l'a transféré des parents aux recteurs d'académie, mais je vais vous dire pas seulement finalement. On l'a transféré aussi des recteurs d'académie aux juges, puisqu'en ce moment, nous accompagnons une trentaine de familles devant les différents tribunaux administratifs du pays. Mais comme nos premières victoires, malheureusement, ne font pas partout jurisprudence, eh bien, on a transféré finalement ce pouvoir de l'autorité parentale des juges administratifs au Conseil d'État, puisque ça va se finir au Conseil d'État et on est déjà en train d'accompagner des familles devant le Conseil d'État qui, lui, pourra faire jurisprudence. Et là, on a un très, très gros problème, c'est que le gouvernement, eh bien, influence considérablement le Conseil d'État. On en a eu la preuve avec le fameux rapport Bergéal. C'était un rapport du Conseil d'État qui concluait que cette mesure n'était pas constitutionnelle et le gouvernement l'a fait réécrire ce rapport. Et donc, on a un vrai problème puisque finalement, pour conclure, on a transféré l'autorité parentale, eh bien, au gouvernement. Voilà, bah ça c'est très intéressant. On va voir dans les autres domaines où on en est justement sur ce transfert de l'autorité parentale. On fait un rapide point sur l'information avant tout avec Emmanuel Noël. Ligne droite, le témoin a dit la vérité, il doit être exécuté. La table ronde. Et nous sommes toujours avec nos trois invités. Christelle Comet, membre des Mamans Louves, une association qui regroupe des mères de famille soucieuses du bien-être de leurs enfants, et notamment pendant cette gestion de la crise sanitaire. Floriane Janin, journaliste à TV Liberté, présentatrice de l'émission Les femmes et les enfants d'abord. Et nous sommes également avec Jean-Baptiste Maillard, secrétaire général de Liberté Éducation et auteur de ce livre L'école à la maison, une liberté fondamentale, aux éditions Artege. Alors, je voudrais, Christelle Comet, maintenant qu'on se dirige du côté des Mamans Louves, et notamment, on avait cette question de la vaccination, du port du masque, autant d'obligations étatiques qui ont été forcées pendant la période de la Covid et pour laquelle les parents ont petit à petit perdu leur liberté de penser et d'autorité parentale. Oui, absolument. Alors c'est vrai que on a largement remarqué que depuis 2 ans, notamment, on a un piétinement de l'autorité parentale qui est évident. Déjà, d'une part, par rapport au protocole sanitaire, on a eu l'imposition d'un dispositif médical sans concertation des familles, sans pour autant qu'il n'y ait d'études d'impact de réaliser. Finalement, on a pris une mesure inédite puisque dans toute l'histoire de l'humanité, nous n'avions encore jamais masqué des enfants aussi jeunes et surtout aussi longtemps et en population générale. Il faut rappeler que quand même, ça a été les seuls à vivre avec autant de dureté les protocoles sanitaires, parce que quand on était en entreprise, on n'avait pas quelqu'un qui nous supervisait toute la journée pour nous dire remets ton masque correctement. Donc ça a eu un impact dramatique. Pour ça, on a réalisé un bilan d'impact qui reprend tous les propos des professionnels de la santé et de l'enfance, également des prises de parole du gouvernement. Et c'est ça qui est totalement fou, c'est qu'en France, on reconnaît que les mesures sanitaires sont délétères, notamment pour la santé psychologique des enfants. On a des chiffres qui sont catastrophiques avec une détresse criante et évidente. Et pour autant, là, en tout cas, en ce qui concerne la rentrée 2022, à l'Éducation nationale, on envisage encore de masquer les enfants. Alors, on ne sait pas trop comment, à partir de quand, mais en tout cas, il y a un protocole qui prévoit donc le niveau socle dans lequel nous sommes actuellement, et ensuite un niveau 1, 2, 3, qui prévoit de remasquer les enfants et d'appliquer ces dispositions comme en population générale. Donc, hier, c'était
un protocole sanitaire qui était une valeur de guide, qui n'avait pas de valeur juridique. Aujourd'hui, on a les enfants qui seront masqués tout simplement parce qu'ils découlent de la loi. Donc ça, c'est problématique. Pourquoi ? Parce que si on fait le parallèle avec le droit à l'instruction en famille, il est évident que les parents qui aujourd'hui veulent faire le choix conscient de cet état de fait, de vouloir protéger, préserver leurs enfants de ces mesures que l'on sait délétères, finalement, déjà devront attendre, si je ne me trompe pas, au 1er mars de l'année 2023, là en tout cas à partir de maintenant, et jusqu'au 31 mai. Donc, quid de la question, je veux déscolariser mon enfant en cours d'année parce que je me rends compte en fait qu'il va pas bien. Est-ce que je peux le faire ? Est-ce que je peux pas le faire ? A priori, on va se tourner vers Jean-Baptiste Maillard peut-être pour ces questions concrètes. Jean-Baptiste Maillard, c'est très difficile de maintenant faire l'école à la maison en cours d'année, puisque la demande doit être maintenant annuelle, tenez-vous bien. Donc effectivement, il faut la faire entre le 1er mars et le 31 mai de chaque année. Il y a 4 motifs, et le premier motif, justement, c'est l'état de santé de l'enfant. Mais attention, pour prouver l'état de santé de l'enfant, il faut des certificats médicaux. Ça passe par l'éducation, par le médecin de l'éducation nationale qui lui-même, sous pli fermé, il va regarder si effectivement, selon lui, il peut donner l'autorisation à cette famille. Donc il est bien évident que si pour eux les motifs de santé ne sont pas suffisants, eh bien ce sera refusé. Et d'ailleurs, on voit déjà des refus pour des enfants qui subissent du harcèlement. On a eu une maman dont l'enfant a voulu se suicider, figurez-vous, l'année dernière, et l'académie a répondu mais qu'on remette donc cet enfant dans son école, ça ira très bien. Donc vous voyez, ça va être quand même très compliqué. Ça sert à rien de faire des campagnes anti-harcèlement, franchement, si c'est pour empêcher les enfants qui sont eux-mêmes sous le coup de ces harcèlements de fuir de fuir cette haine scolaire. C'est vraiment le monde à l'envers. Et le harcèlement ne fait pas du tout partie des critères. D'accord. Alors, Christelle Comet, continue donc, parce que là, on rentrait juste dans le détail mais si on continue, donc, cette perspective de soins de l'enfant, de mesures sanitaires qui finalement ne correspondent absolument pas à ce que souhaitent les parents, de toute façon, en gros, la conclusion, c'est qu'on n'a pas trop d'autres choix, finalement. On ne peut pas, pour le moment, quitter l'éducation nationale pour faire l'école à la maison. Enfin, ça devient de plus en plus compliqué. Donc, quelle est l'autre solution, finalement ? D'être hors la loi ? Alors, moi, je vous dirais pas qu'il faut être hors la loi. En revanche, on a toujours pareil, on est obligé de se battre finalement contre un système qui, lui, prône le fait de ne pas faire de dérive. Parce qu'on sait que cette loi, elle a été votée dans le cadre de la lutte contre le séparatisme, mais finalement, on est face à un État qui devient lui-même auteur de ces dérives. Donc finalement, la seule chose qui nous reste, c'est de pouvoir maintenir cette pression. Donc nous, c'est ce qu'on essaye de faire. Alors on oriente beaucoup les familles, puisqu'évidemment toutes ces questions-là nous sont posées, donc vers des structures qui sont spécialisées, des associations qui déposent des recours pour pouvoir faire maintenir finalement cette autorité parentale, parce que l'autorité parentale aujourd'hui, ça n'est plus un droit acquis, c'est un droit que l'on doit défendre constamment. Et plusieurs autres problématiques que ça soulève, cette instruction en famille qui est de plus en plus difficile à obtenir, c'est qu'aujourd'hui, clairement, on a le volet sanitaire qui est catastrophique pour les enfants. Donc ça, les familles aujourd'hui, elles n'ont plus la possibilité de pouvoir se dire, moi, je suis pas OK avec ce qui se passe à l'école au niveau sanitaire, je m'occupe de l'instruction des enfants, mais pas seulement. Il y en a qui choisissent aussi l'instruction en famille par rapport à la méthode d'enseignement, par rapport à la qualité de l'enseignement, et ça, personne, encore une fois, ne pourra le nier. C'est comme l'impact des mesures sanitaires, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un pays, clairement, on n'est pas un pays du tiers-monde, mais en termes de qualité d'enseignement, j'entendais il n'y a pas longtemps sur une chaîne télé des plus officielles, un intervenant qui disait, mais finalement, au niveau de notre niveau scolaire, ce que l'on dispense, on a un classement qui s'appelle le classement PISA, et on est proche du niveau de la Tanzanie. Donc à un moment donné, il va falloir expliquer aux Français comment on peut vouloir obliger les parents à être instruits à l'éducation nationale, qui aussi, je rajouterai une chose, est-ce qu'ils sont aujourd'hui équipés pour pouvoir recevoir nos gamins ? On a des rentrées scolaires qui se sont faites sans enseignants, parce qu'aujourd'hui, il y a un manque d'attractivité de la profession. Donc, il y a un manque cruel d'enseignants. On a une qualité, vous le savez, avec des classes surchargées, qui fait qu'à un moment donné, on n'arrive même pas à finir les programmes scolaires. Et puis, ensuite, peut-être dernier point pour pas trop étendre, mais
est-ce qu'on va parler aussi des enseignements? Est-ce qu'aujourd'hui, les familles sont en droit de se dire, mais moi, aujourd'hui, ce qui est dispensé à l'école ne me convient pas, tout simplement parce qu'on est en plein dedans l'installation d'une idéologie avec la sacro-sainte vaccination qui est introduite à travers des débats. Dans le programme. Mais des débats. Alors, est-ce qu'un débat doit être orienté? Question philosophique aujourd'hui. Le débat, par définition, doit permettre un échange d'idées. Là, on est en train de formater les esprits dès le plus jeune âge, parce que maintenant, à partir de 6 ans, les enfants recevront des cours de vaccination, voilà. Donc on va leur vendre que c'est la seule solution, que si on veut être un bon citoyen, on obtient son gentil petit diplôme de bon citoyen. Et puis enfin, je terminerai sur l'inquiétude des parents qui est grandissante quant aux valeurs que l'on est en train d'introduire aussi, avec ces idéologies qui tournent autour de la théorie du genre, du LGBT, le wokisme, la transition de genre qui doit être accompagnée dès l'école maternelle. Je le rappelle, à l'école, c'est la circulaire Blanquer. Alors, je me tourne vers Floriane Janin, qui, elle, et j'imagine, Floriane, vous avez travaillé sur tous ces sujets de façon assez globale. Quelle est votre vision aujourd'hui concernant cette autorité parentale qui, visiblement, régresse tous les jours ? Eh bien, écoutez, on peut constater en tout cas que l'autorité parentale, elle diminue, et ce, très tôt, en fait, elle diminue dès la naissance presque. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, on a réussi à instaurer le congé paternité qui s'est fait au détriment du congé parental que la maman prenait souvent. Donc ça commence en fait dès... C'est-à-dire au détriment. Ça veut dire que quand on prend son congé paternité, ça prend du temps. Le congé paternité a été prolongé, désormais il est de 28 jours et ce sont 15 jours qui ont été durement gagnés. C'est une bonne idée le congé paternité, pourquoi pas, sauf s'il se fait évidemment au détriment du congé parental qui doit désormais être pris à 2. Or dans certains couples, eh bien c'est une discussion qu'il faut avoir parce que ce n'est pas toujours faisable. Et au nom du sacro-saint égalité homme-femme, eh bien on considère que le père et la mère doivent s'impliquer de la même façon. Or en l'occurrence, ce n'est pas toujours possible. Ah oui. Il s'agit d'être un peu plus souple, même en vendant cette égalité. Donc en fait, on constate que ça commence très très tôt. Ça continue ensuite avec évidemment les places en crèche qui sont les grandes promesses des politiciens à chaque élection, dont on constate aujourd'hui le même problème que dans les écoles. Il n'y a plus assez de professionnels pour encadrer les petits. Et donc, la proposition de loi, ça va être la même chose que pour les professeurs, où actuellement il y a des contractuels qui rentrent avec une licence pour enseigner aux enfants. Et bien désormais, ce qu'on constate, c'est que la proposition, et qui semble être la seule solution aux yeux du gouvernement, ça va être de recruter des professionnels qui ne sont pas formés pour encadrer les enfants. Donc c'est la deuxième problématique, si tant est qu'on avait choisi de mettre son enfant à la crèche ou qu'on avait la possibilité de le mettre, parce que pour décrocher une place, il faut se lever de bonne heure. Et puis ensuite, évidemment, ça continue à l'école. Avec évidemment ce dont on parlait précédemment sur la vaccination, mais moi je voudrais revenir sur les tests aussi, parce que en l'occurrence, les tout petits... franchement. Un martyr. J'avais fait une vidéo sur ma page Instagram en passant devant une tente médicale où j'entendais un enfant en train de hurler qui était ceinturé par 2 adultes pour lui fourrer un coton-tige dans le nez. Quand on voit ça, on se demande dans quel monde on est. Et donc ces tests... J'ai vécu la même chose avec mon fils de 4 ans, mais à l'époque il avait 3 ans. Tests obligatoires pour avoir le droit de le remettre à l'école. Et ça pouvait arriver plusieurs fois par semaine. C'est un non-sens total. Oui, non, mais moi après j'ai refusé. Après je mettais plus mon enfant à l'école, c'était fini. Bien sûr, c'est la seule solution qui reste aux parents. Et donc en fait, il y avait quelque chose de très intéressant parce qu'il y a eu des tests dans les écoles. Les laboratoires se déplaçaient pour aller dans les écoles. Les circulaires qu'on fournissait aux parents, c'était des circulaires d'acceptation. C'est-à-dire que si on voulait que l'enfant ne fasse pas de test, il fallait tout bonnement déchirer le papier. Mais qui aujourd'hui a la force face à un État qui se veut Dieu et maître actuellement de dire non, je vais refuser. Tout ça, ça demande énormément de force aux parents. Bien sûr. Donc il y avait cette problématique-là, et puis bien sûr aujourd'hui... Et puis ils sont coincés, parce que là on parle de la problématique des parents et de l'école. Si cet enfant ne va pas à l'école et que le lendemain, qu'est-ce qu'il fait? Ses parents très souvent travaillent. Il n'a pas de solution. Donc de toute façon, il est un petit peu coincé par le système, on va dire. Et tout à fait. À part si jamais il y a du télétravail qui est mis en place, mais c'est encore une mesure compliquée. Oui. Vous-même, vous connaissez ça très bien,
Évidemment, c'est pas de la télé-radio. Donc il y a cette problématique-là. Et je voudrais revenir sur ce que Jean-Baptiste Maillard disait, notamment pour l'IEF. Ce qui est absolument hallucinant, c'est qu'il y a quand même eu des dossiers d'enfants dont les parents pratiquaient l'IEF depuis des années, voire même avec le reste de la fratrie. Alors l'IEF, on va peut-être préciser l'instruction en famille. Exactement. Et oui, parce qu'il faut revenir sur ce terme d'instruction, parce qu'on voit bien que quand c'est en famille, c'est de l'instruction, quand c'est à l'école, c'est de l'éducation. Et ce n'est pas du tout la même chose. Il y a une vraie terminologie qui a un sens, et sans doute dans ce combat-là aussi. Il y a des dossiers quand même d'enfants malades de cancer qui ont été refusés par les académies, avec un traitement, il faut le noter, qui a été quand même très inégal au niveau des académies. Il y en a certaines académies qui ont fait des refus en bloc, d'autres qui ont été plus souples. On se demande finalement, est-ce que c'est réellement de la coercition, ou est-ce que c'est pas aussi un manque de formation? Et dans ce cas, les deux sont tout aussi scandaleux. Alors, j'aimerais bien, maintenant qu'on a fait un peu notre premier tour de table, pour faire le constat tout simplement de ce qui se passe aujourd'hui en France. Et puis encore une fois, il y en a encore beaucoup des exemples. On a parlé beaucoup de l'éducation, de l'école, des mesures sanitaires. Mais bon, voilà, je parlais tout à l'heure de l'accouchement aussi à domicile, qui devient une chose interdite et invraisemblable, alors qu'en Angleterre, ça se fait très bien et c'est accompagné officiellement, etc. En fait, j'aimerais bien qu'on prenne un petit peu de recul et qu'on voit ce qui se passe politiquement, Jean-Baptiste Maillard, vis-à-vis de ça. Ça veut dire quoi aujourd'hui, en fait, quand on voit ces parents qui ont de moins en moins de souplesse dans leur décision pour leur enfant. Qu'est-ce que vous ressentez, vous, Jean-Baptiste Maillard, depuis le début de votre combat? Est-ce que les choses s'empirent? Est-ce que vraiment on est en train de changer de paradigme? L'état de droit s'effondre en France? Absolument, c'est vraiment catastrophique. On rejoint par rapport à l'école à la maison, si vous voulez, les pays les plus restrictifs au monde. C'est ce qu'on avait dit dans notre livre avant que la loi soit votée. On a rejoint le Pakistan, la Chine, Cuba, l'Arabie Saoudite. Rien qu'au niveau, si vous voulez, de la législation, c'est factuel ce que je vous dis là. Et quand on voit aussi, vous avez tout à fait raison de dire que l'État voulait finalement s'accaparer les enfants de plus en plus tôt. En Suède, l'école est obligatoire à partir de 7 ans. En Allemagne, 5. Et nous, en France, en Russie aussi. Quasiment le seul pays européen à obliger les parents à mettre leur enfant à l'école dès 9 ans. Et ça, c'est la loi de 2019 qui d'ailleurs a fait qu'augmenter l'école à la maison. Alors, le gouvernement, dès 9 ans, vous voulez dire des 3 ans, oui. Des 3 ans, pardon. Des 3 ans. Et donc, ça a fait qu'augmenter l'école à la maison. Et aujourd'hui, finalement, ils reviennent en arrière en obligeant les parents à inscrire coûte que coûte leurs enfants. Vous savez, on a même avec nous le syndicat national des inspecteurs d'académie qui dit qu'il ne faut pas imposer la scolarisation coûte que coûte, et que aujourd'hui l'arbitraire remplace le droit. C'est quand même fort de la part d'un syndicat, alors que cette mesure a été annoncée finalement sous un fallacieux prétexte, celui du radicalisme, parce qu'en réalité j'ai eu un échange avec le préfet qui dirige l'Institut des hautes études du ministère de l'Intérieur et qui m'a dit qu'il n'y avait pas de chiffres sur la radicalisation d'école à la maison. Et puis aussi les députés, aujourd'hui il y a quand même une prise de conscience qu'ils ont été trahis, tout simplement parce qu'on les a forcés à voter à l'aveugle sur l'école à la maison, alors qu'ils n'avaient pas en main les fameux rapports du ministère de l'Éducation nationale sur l'école à la maison, qui ont pourtant été réclamés en séance. Hier, j'avais une discussion avec une des députées qui avait demandé au ministre en séance qu'on lui produise ce rapport. Le ministre avait répondu « Oh, il est disponible sur simple demande ». En fait, il n'était pas du tout. Que disait ce rapport? Eh bien, ils l'ont publié après la promulgation de la loi. Il disait que seulement 0,09% des enfants instruits en famille pose problème. Et donc là, en fait, on est dans un déni de démocratie, de la même façon qu'ils ont caviardé copieusement le rapport Bergéal qui concluait à l'inconstitutionnalité du texte. Ils ont menti aux députés en disant qu'il y avait un vrai problème de radicalisme, alors qu'en réalité, ça n'était qu'un prétexte. Et précisons, Jean-Baptiste Maillard, précisons juste sur ce problème de radicalisme, que finalement, cette lutte contre la radicalité à travers l'école à la maison ne fonctionne pas, d'autant plus que une grande majorité des écoles coraniques sont finalement sous contrat. Donc elles sont de toute façon officiellement dans le giron de l'éducation nationale. Absolument. Et puis jamais aucun terroriste n'est sorti de l'école à la maison. Et de plus, une famille qui est radicalisée, elle aurait plutôt intérêt à ne pas se déclarer, si vous voyez ce que je veux dire, plutôt que de se déclarer, parce que le fait de se déclarer, ça engendre les contrôles. Et les contrôles annuels, parlons-en, ils sont réussis à 98%. En fait, ça apparaît comme un terrible désaveu pour l'éducation nationale. C'est 98% de succès de l'école à la maison. Et en fait, tout le reste est à l'avenant. Donc aujourd'hui, il y a quand même un début de prise de conscience, à la fois de la part de la représentation nationale, mais
aussi des journalistes. On a senti vraiment en cette rentrée un changement quand même de point de vue. Ils découvraient un peu ces histoires de rapports qu'on avait cachés. Il y a quand même plusieurs rapports qui ont été cachés. Ils découvraient un peu tout ça. Ils nous disaient mais c'est vrai. Mais on leur disait regardez, on vous les envoie. Et puis vous savez finalement au fond la volonté du ministère, on la connaît puisque dans les mémoires en défense des familles qu'on défend devant les tribunaux administratifs, l'éducation nationale, le ministère dit l'objectif est à terme la rescolarisation de tous les enfants. Donc maintenant c'est écrit noir sur blanc. Et la vraie question c'est qu'est-ce qu'on en fait? En fait c'est une liberté qu'on a retirée à toute la société. C'est pas seulement nous parents qui faisons école à la maison. Moi je le fais depuis 10 ans, mais c'est pour tous. C'est aussi pour vous Clément. Si un jour vous avez des enfants qui veulent faire l'école à la maison, pourront-ils le faire? Mais bien pas sûr. Et donc c'est pour ça aussi que nous on appelle vraiment à une mobilisation générale. Le 15 septembre on fait une mobilisation auprès de toutes les académies possibles pour dire qu'on ne veut plus, on ne veut pas de cette loi. On fait aussi une grande rencontre avec des leaders européens parce que c'est très intéressant de prendre un peu de recul et de voir ce qui se passe au niveau mondial par rapport à l'école à la maison. Donc on fait une rencontre le 7 et 8 octobre prochain à l'espace Charenton en partenariat avec le salon Lipsco sur la liberté pédagogique de la Fondation pour l'école. Et donc vous pouvez retrouver toutes ces informations sur notre site libertéeducation.com. Vous pouvez vous inscrire. Et donc c'est une rencontre de leaders européens de l'école à la maison. Et alors c'est fabuleux parce qu'on se rend compte que vraiment la France elle va mais en marche arrière. Oui, elle est absolue. complètement parce que on avait déjà fait des émissions ensemble, Jean-Baptiste Maillard. Il y a des systèmes très souples avec l'école système mixte en fait qui mélange école et école à la maison, l'hybridation voilà, l'hybridation pédagogique qui sont vraiment très intéressants pour les parents, qui pourraient apporter un petit peu de souplesse aux enfants. La formation que le parent peut assurer, elle est faite à la maison, le reste il le fait à l'école, comme ça on mélange sociabilité et collectif et puis collectif. Voilà, et instruction en parents. Enfin, il y a plein de choses à faire et comme vous le dites, on est complètement en marche arrière en France, particulièrement la France. C'est quand même, ça pose des questions et Jean-Baptiste Maillard, vous avez raison de rappeler que ce sujet que vous portez n'est pas que le sujet des parents en ce moment touchés par le fait qu'ils puissent faire l'instruction à la maison. Le sujet est bien plus général. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a fait une table ronde aujourd'hui. C'est vraiment aujourd'hui en France, nous sommes dans la perte de l'autorité parentale et on a intérêt à s'en inquiéter maintenant parce que demain, je ne sais pas où on sera. Christelle Comet, vous aussi, je vous pose cette question vraiment plus large. On a parlé sanitaire, on a parlé des méthodes d'enseignement contre lesquelles on peut se poser, mais est-ce qu'il ne faut pas s'inquiéter aujourd'hui du système rétrograde français dans lequel on est ou de perte de liberté des parents? Bien sûr qu'il faut s'en inquiéter et tout droit en fait qui est supprimé d'après tous les juristes avec lesquels on peut travailler ne se récupère pas. C'est bien là la problématique que l'on a, c'est qu'aujourd'hui on a tout intérêt à défendre tout ce piétinement en fait parce que demain on n'aura plus aucun droit et finalement c'est l'État qui se substituera pleinement parce que on voit que c'est une claire intention aujourd'hui, c'est pas de l'amateurisme. La problématique que doivent se poser aussi peut-être tous les Français, c'est de se dire mais comment se fait-il qu'en France, alors que rappelons-le, nous sommes un pays démocratique, comment on peut, sous prétexte de pas le temps, on n'a pas les rapports, on les donne qu'après finalement, on voit bien quand même qu'il se passe des choses assez inquiétantes, même au niveau de ceux qui représentent les voix citoyennes, puisqu'aujourd'hui les députés et les sénateurs doivent porter la voix des citoyens, et vous vous rendez compte que on arrive à voter une loi autour de laquelle on n'a absolument aucune information. Et ça, en fait, finalement, on le constate par rapport au droit IEF, mais on le voit aussi par rapport à tout ce qui se passe à côté. Si on parle, pour revenir encore une fois, et là, les parents doivent absolument se réveiller, c'est-à-dire que les mesures sanitaires aujourd'hui qui sont édictées à travers les protocoles sanitaires, qui prouvent aux parents aujourd'hui, par exemple, que le port du masque est efficace? Qui est capable, alors qu'on a plus de 72 études qui montrent à la fois l'inefficacité, mais aussi les effets négatifs. Même. Les effets négatifs, voilà. Donc il y a personne qui peut nous prouver l'innocuité du port du masque. Donc là, je vous citerai juste une étude. Je pense que vous avez tous dû en entendre parler. Cette étude qui a été diffusée dans Sciences Directes, qui est une étude allemande sur la mesure du taux de CO2. Contenu en fait dans le masque, on est à des niveaux 10 fois supérieurs aux normes de sécurité. Donc ça veut dire que les enfants aujourd'hui, ils sont impactés non seulement au niveau psychique, mais aussi au niveau physique. Et finalement, pour pas dériver du sujet, mais vraiment là, on a tout
qui nous montrent qu'aujourd'hui, ils font ce qu'ils veulent sans nous apporter aucune preuve tangible que les décisions qu'ils prennent pour nos enfants sont les bonnes. Et nous, parents, quand on va demander au devant de toutes ces institutions, et je rappellerai juste que les Mamans Louves, donc depuis le 4 novembre 2021, nous sommes allés demander officiellement un débat public à Emmanuel Macron et à l'ensemble des membres du gouvernement qui sont en charge de l'enfance. Pourquoi aujourd'hui on refuse tout simplement de se poser autour d'une table sur le sujet de l'enfant. Le simple débat. Le simple débat. Et je vais vous montrer, en fait, jusqu'où ça va. C'est dramatique parce que on est capable de créer, je fais un parallèle qui va peut-être parler à tout le monde, on est capable de créer un ministère de la LGBT, mais à quand le ministère de l'éducation Voilà, à quand le ministère de l'enfance, tout simplement. Au-delà de l'éducation, c'est l'enfant. Aujourd'hui, on a des enfants qui, pour une maladie qui ne les concerne pas, sont plongés dans un second problème. En fait, aujourd'hui, pour les Français, la situation des enfants, c'est devenu un second problème de santé publique. Est-ce qu'on réalise, en fait, ce qu'on est en train de faire ? Non, je pense qu'on ne réalise absolument pas ce qu'on est en train de faire, mais vous l'avez signalé, il y a beaucoup d'études qui montrent d'ailleurs, les augmentations très importantes de suicides même d'enfants pendant cette période de la gestion Covid. On a des chiffres absolument dramatiques. D'ailleurs, on avait des directeurs de services, des chefs de services d'hôpitaux psychiatriques qui avaient tiré la sonnette d'alarme à ce sujet. Donc tout cela est très grave. Floriane Janin, pour terminer, on voit bien, donc perte de l'autorité parentale. À quoi ça rime finalement ? C'est aussi la question qui se pose. C'est-à-dire, est-ce que, je le rappelais en introduction, peut-être que c'est un petit peu, c'est tirer un peu le trait un petit peu de façon forcée, mais malgré tout, l'État totalitaire commence par là. Exactement. Par la gestion de la jeunesse, l'encadrement de la jeunesse. Exactement. Et vous parliez aussi de l'accouchement. L'État fait tout pour que, effectivement, les accouchements à domicile ne soient pas possibles. Parce qu'aujourd'hui, je rappelle que les sages-femmes qui souhaitent exercer en libéral pour réaliser des accouchements à domicile sont soumis à une assurance qui est tellement importante qu'elles ne peuvent pas tirer de salaire et donc de gratification de leur profession, ce qui est normal. Tout travail mérite salaire. Surtout, accompagner les femmes pour créer la base de la cellule politique. C'est la famille, c'est la première base de la cellule politique. C'est ça le problème. Exactement. Et on se demande si, en fait, à terme, c'est pas une volonté de faire disparaître les familles, du moins, qui sont libres et indépendantes d'esprit. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la place de la femme. Et moi, ce qui me convient pas du tout dans le féminisme moderne, c'est que il ne représente absolument pas la famille. Personne n'en parle. C'est comme si c'était occulté. Avoir des enfants, aujourd'hui, on considère que ça pollue, que c'est une perte de liberté pour l'individu, etc. Et donc, en fait, on se rend compte qu'on est dans cette dialectique-là de disparition des droits. Et voilà, tout ce qui est fait, c'est intéressant justement sur l'accouchement, parce qu'on se rend compte que vraiment sur toutes les strates, c'est vraiment dès le début, le cordon ombilical là, mais même pendant la grossesse, je veux dire, il y a rien de plus maltraité qu'un corps de femme quand elle est enceinte. Je veux dire, il y a des examens qui sont faits sans consentement, les violences gynécologiques, on en a beaucoup parlé. On a des taux absolument incroyables d'épisiotomie ou de gestes ultra invasifs lors des accouchements des femmes. Donc en fait, tout ça commence effectivement très tôt et ça ne s'arrange pas sur la suite quand les enfants grandissent, etc. Et sur la place du père, exactement, et également, qui actuellement est complètement niée. La différence homme-femme également. Donc, on est un peu dans une impasse aujourd'hui pour les familles. Et effectivement, je pense que, comme les mamans louves qui se battent, il faut réclamer plus de... Il faut se battre et pas se laisser faire parce que le droit diminue en effet comme peau de chagrin. Eh bien, vous avez bien fait, Floriane Janin, de rappeler, et ce sera notre conclusion, que on est petit à petit dans la destruction de la cellule familiale, et la cellule familiale, c'est plutôt le premier noyau politique, et c'est peut-être ça finalement l'explication de tout ce qui se passe aujourd'hui contre les familles. Merci beaucoup à vous trois, Christelle Comet, membre des Mamans Louves, Jean-Baptiste Maillard, secrétaire général de Liberté Éducation et auteur avec votre femme de ce livre L'école à la maison, une liberté fondamentale, aux éditions Artege, et Floriane Janin, journaliste à TV Liberté et présentatrice de l'émission Les femmes et les enfants d'abord. Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance,
totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.